Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir, encore comme chaque week-end, nous allons essayer d'analyser les faits d'actualité sur le plan politique dans notre pays. Vous le savez, le chef de l'État a prêté serment et dans son discours, dans son premier discours d'investiture, le chef de l'État a eu abordé plusieurs questions. C'est notamment les 6 axes qu'il a eu à développer pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Mais aussi au cours de ce discours, il a placé un mot, c'est le mot qui est interprété comme une main tendue à l'opposition. Il a parlé de la place du porte-parole de l'opposition, une place qui devrait être occupée. Il a parlé donc de cette cohésion, de cette participation de l'opposition. Alors nous allons essayer un peu de comprendre tout cela, d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de travailler, d'associer l'opposition dans ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, ou tout simplement c'est pour des raisons de formalité qu'il a eu à prononcer ce mot à l'endroit de l'opposition congolaise? Est-ce que l'opposition congolaise en l'état actuel est en mesure de se trouver un porte-parole qui pourra être comme leader de l'opposition? Voilà, nous allons essayer un peu de décortiquer tout ça avec nos invités. En deuxième partie de l'émission, vous le savez, déjà l'Assemblée nationale a mis en place son bureau d'âge, le bureau d'âge qui devra aller jusqu'à l'installation du bureau définitif. L'on devra choisir ou identifier la majorité au sein de cette Assemblée nationale. C'est au sein de cette majorité que viendra le prochain formateur du gouvernement, le Premier ministre de la RDC. Quel devra être le profil du prochain locataire de la primature en République démocratique du Congo au regard de tout ce que nous avons comme pillon sur l'échiquier politique en République démocratique du Congo? Faudra-t-il avoir un Premier ministre purement politique? Faudra opter pour un technocrate? Voilà un peu, nous allons essayer de nous plonger dans cet avenir-là avec le prochain Premier ministre. Quel devrait être son profil? Alors, pour en parler, je reçois comme d'habitude la majorité au pouvoir ainsi que l'opposition. Aujourd'hui, à ma gauche, je suis en train de recevoir Maître Mohamed Eyinga. Il est cadre de Envol, parti politique de Delhi et Sessanga. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur Narcisse. Merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette pertinente émission au cours de laquelle nous allons échanger autour des différentes questions d'intérêt général. Je suis effectivement Mohamed Eyinga, président fédéral du parti politique Envol pour la ville de Lubumbashi, qui me soit également permis de saluer mon co-débatteur de ce soir. Mes salutations également aux honorables téléspectateurs de l'émission Politique à la carte. Voilà, en face de vous, donc la majorité est ici représentée par André Kabamba. Il est habitué de Politique à la carte. Il est secrétaire exécutif de l'AFDC dans la province de Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur Narcisse. Bonsoir les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir. Je crois que nous allons partager autour des valeurs, autour des idées, parce que nous voulons la promotion, le développement de notre pays. Très bien. Le décor étant planté, tout de suite, nous allons entamer avec notre tout premier sujet. Discours d'investiture de Félix Tshisekedi, 6 axes pour le développement de la RDC, main tendue à l'opposition congolaise, avec notamment la question du porte-parole de l'opposition, qui sera le chef de file de l'opposition. Je commence avec vous, André Kabamba. Vous avez suivi le chef de l'État, certainement. Il est votre leader de votre majorité, donc inévitablement, vous ne pouvez que le suivre, comme tout le monde d'ailleurs, pour la plupart. Comment vous avez d'abord trouvé ce discours, de manière générale, avant qu'on puisse entrer dans les détails? Ce discours, c'est une pensée, c'est un discours
d'un nationaliste, un discours d'un rassembleur, un discours d'un compatriote qui a les soucis du bien-être de sa population. Et c'est un discours de responsabilité. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction et nous estimons que l'équipe qui va l'accompagner, notamment les futurs gouvernements, les institutions d'une manière générale, notamment le Parlement, le gouvernement, aussi l'appareil judiciaire, chacun pourra apporter sa contribution pour la matérialisation de ce discours qui met les intérêts de la population congolaise au centre de tout. Est-ce que le chef de l'État qui parle des erreurs qui ont été commises durant le mandat passé, des erreurs qu'il devrait changer, est-ce que vous trouvez que vraiment c'est à l'image de Félix Tshisekedi, on peut dire le nouveau Félix Tshisekedi pour ce deuxième mandat? Est-ce que c'est un discours réaliste? Oui, c'est un discours réaliste, M. Narcisse. Vous venez de le dire clairement que vous êtes aujourd'hui en face d'un président naturel qui ne veut pas mystifier la fonction du président de la République, qui vous dit la vérité. C'est un humain. Il ne se considère pas comme extraterrestre. Et il faut l'encourager, il faut saluer sa sincérité. Quand ça ne marche pas, Félix Tshisekedi vous dit que ça n'a pas marché. Et il a reconnu qu'il y a eu des erreurs qui n'ont pas bénéficié à la matérialisation de son premier programme qu'il avait présenté en 2018 à la population qui lui avait donné le suffrage. Alors, il estime dans cette sincérité qu'il tiendra compte de toutes ces erreurs-là pour que les animateurs, comme je venais de le dire, ceux qui vont l'accompagner, soient des personnes qui peuvent, parce que vous savez qu'on ne peut jamais développer le pays seul. C'est pourquoi il a même, vous avez parlé qu'il a tendu la main à l'opposition, parce que pour bien développer notre pays, on a besoin de tous. D'ailleurs, ça m'engage que moi-même, notre pays aujourd'hui n'a pas besoin de l'opposition. N'a pas besoin d'opposition parce que nous sommes dans un pays qui est d'abord agressé, convoité par le monde entier. Et nous devons faire un bloc pour faire face d'abord à s'il y a d'abord une opposition internationale qui convoite nos richesses. C'est pourquoi Lumumba avait payé les prix. Laurent Désiré Kabila également. Vous avez suivi pas plus tard. Donc pour vous, tout le monde devrait se ranger sur la majorité. La RDC n'a pas besoin d'une opposition. Non, ici il n'y a pas question de majorité et de l'opposition. Ça c'est une théorie que je développe personnellement. Singapour, je crois qu'il y a une théorie qui a été appliquée dans un pays comme ça. À un moment donné de notre pays, comme ce moment ici, il est souhaitable que tous les compatriotes congolais se mettent ensemble. Très bien. Avec un seul objectif, faire blocage, barrage à l'ennemi qui veut nous arracher ce pays. Parce que, M. Narcisse, il y a un complot pour nous arracher ce pays. Mais lorsqu'on va nous arracher ce pays, où est-ce que vous ferez la majorité, où est-ce que vous ferez l'opposition? Très bien, c'est bien compris. Vous comprenez que Félix Antoine Tshisekedi s'inscrit dans cette logique pour dire, pour aujourd'hui, pour développer notre pays, nous avons besoin tous ensemble. C'est bien compris. Voilà. Maître Mohamed, on revient d'abord sur le discours de manière générale d'investiture. Voilà, de manière générale, comment vous avez trouvé Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, monsieur Narcisse, de la parole nous accorder. J'ai suivi religieusement les discours tenus par les chefs de l'État, les discours à l'occasion de son investiture, au cours duquel, voulais-je dire, il a notamment déclaré, je cite, que l'opposition
a une place dans la gouvernance de notre pays, ce qui est considéré par d'aucuns comme étant une main tendue à l'opposition. Mais la question légitime que nous nous posons est celle de savoir si la dite déclaration est sincère. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes habitués aux multiples discours, promesses du chef de l'État. Mais dans la forme, le chef de l'État nous a habitués à de bons discours, il sait parler, il est éloquent, mais du point de vue fond, comme je viens de le dire, est-ce que réellement la déclaration telle que faite par le chef de l'État, est-ce qu'elle est sincère? Mais je suis tenté, tenant compte justement des faits constatés dans la période préélectorale, électorale et post-électorale, qui ont créé justement un fossé entre la déclaration telle que faite par le chef de l'État et ce qui s'est vu sur terrain. Je suis tenté effectivement de répondre par non. Tenez, avant la tenue des élections et principalement pendant la période de la campagne électorale, le chef de l'État, Mbuji-Mayi, qui battait sa campagne à Mbuji-Mayi, a traité certains compatriotes kassaïens qui s'étaient ralliés aux candidats non kassaïens comme étant des traîtres. Il a bien dit des traîtres qui se sont ralliés à nos ennemis. Et ça, c'est grave. C'est une déclaration grave faite par le chef de l'État pendant la période préélectorale. Pendant la période électorale, on a constaté cette distribution de machines à voter qui ont été découvertes entre les mains ou dans des propriétés des membres de l'Union dite sacrée. C'est eux-mêmes qui l'ont dit et qui l'ont aussi dénoncé. Et après justement les élections, nous avons tous suivi cette machination électorale, cette criminalité électorale exécutée par M. Denis Kadima, qui s'est permis sans honte ni rire de nommer des députés, jusqu'à arriver au point d'exclure des partis politiques de l'opposition, notamment en vol, notamment LGD, simplement parce qu'ils avaient pris la décision de se rallier à un compatriote appelé Moïse Katumbi. Tous ces comportements, ce ne sont pas des comportements qui peuvent justement créer, si vous voulez, ce climat d'entente ou cette harmonie entre les opposants et la majorité au pouvoir. Donc nous avons comme l'impression que la déclaration faite par le chef de l'État n'est bonne que pour la consommation de l'opinion. Parce que tenant compte effectivement des faits que je venais de relater tout à l'heure, donc il y a un fossé créé entre sa déclaration et le vécu quotidien ou la réalité sur terrain. Et donc en réalité, ce n'est pas une déclaration faite en toute sincérité. Bon, certainement, comme il y avait des chefs d'État étrangers qui étaient là, il fallait plus ou moins faire une déclaration pour les séduire et séduire aussi l'opposition. Est-ce que tout ce que vous venez d'énumérer là, on ne peut pas le mettre dans le compte de la campagne? Vous savez, la période de la campagne, c'est une période où tout le monde, c'est la course au pouvoir, voilà, tous les coups sont permis. Mais voilà, ayant déjà eu le pouvoir, ayant déjà gagné, voilà. Il vient, il reconnaît les erreurs, d'abord les erreurs, quelques erreurs qui se sont glissées dans son mandat passé. Il fait cette main tendue. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi lui donner un peu de crédit dans ce qui... Bon, je venais de parler des faits constatés dans la période préélectorale, électorale et post-électorale. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est une première en RDC. Depuis 2006, c'est de voir une Assemblée nationale composé à 95% des députés de la majorité présidentielle. C'est une première. L'opposition n'a en réalité que 22 députés. Donc c'est vraiment une criminalité, si vous voulez, comme je venais de le dire, et c'est un comportement qui a décrit, à dénoncer ici. Alors, le chef de l'État fait son discours, effectivement, après la publication de la CENI, de M. Denis Kadima. Est-ce que réellement il y a la volonté de changer? Personne ne sait l'affirmer présentement. Il vous a dit dans son discours qu'il ne va pas refaire les erreurs du passé. La question que nous nous posons, c'est de savoir est-ce que lui-même a déjà identifié ces erreurs. Parce qu'une chose est de dire que je ne vais plus commettre les erreurs du passé, mais une autre est de connaître ces erreurs. Quand par exemple le chef de l'État, pendant la campagne électorale, répondant à une question posée par les journalistes de Top Congo FM, en rapport avec l'escroquerie du siècle appelée RAM à l'époque, mais le chef vous dit que c'était une maladresse.
Est-ce que pour lui, c'était une erreur ou alors c'était juste une maladresse? C'est pour cette raison que nous autres, nous demandons est-ce que le chef a déjà identifié ces erreurs pour ne plus les commettre. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la participation de l'opposition se résume à être représentée au niveau de l'Assemblée nationale, où l'opposition peut se retrouver, notamment, par exemple, dans le gouvernement, dans les mandataires, voilà, au niveau des institutions, des entreprises. Ça aussi, c'est une participation. Non, mais en réalité, conformément à la loi, l'opposition ne cogère pas. Déjà, quand vous êtes un parti d'opposition et que vous êtes représenté dans les différentes, dans le gouvernement principalement à ce moment-là, vous cessez d'être de l'opposition et vous appartenez à la majorité qui dirige. Donc l'opposition est censée faire son opposition. J'ai suivi mon co-débatteur dans le préambule de cette émission qui a plus ou moins tenté de confondre l'opposition et les ennemis. Parce qu'il vous a dit qu'il y a une opposition à l'international. Ceux qui nous combattent à l'international, ce ne sont pas des opposants. Ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo, des gens qui se complotent contre nous et qui veulent balkaniser ces pays. Par contre, je pense que la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition est clair. Le rôle de l'opposition, c'est notamment de critiquer l'action gouvernementale et d'apporter des propositions. Parce que quand on apporte des propositions, c'est pour aider ceux qui ont la gestion de la République à pouvoir améliorer leur gestion pour l'intérêt général. Parce qu'ici, il faut préciser que quand nous avons un gouvernement qui joue son rôle comme il se doit, dans tous les secteurs de la vie nationale, pas un gouvernement qui pose des actions dans les tâtonnements les plus total dans différents secteurs. Quand vous avez un gouvernement où il y a une bonne opposition qui fait des contre-propositions, qui critique en ce moment-là, ce gouvernement va sérieusement, si ce gouvernement suit les critiques de l'opposition et cesse de considérer l'opposition comme étant son ennemi, comme ils en ont l'habitude de le faire, en ce moment-là, ce gouvernement va pouvoir travailler sérieusement et efficacement pour l'intérêt général. Mais quand vous avez des gens qui ne veulent pas l'existence de l'opposition et ils viennent de l'éprouver en se donnant, en créant une majorité de plus de 94% des élus de l'Union dite sacrée, c'est des gens qui veulent carrément étouffer l'opposition, museler l'opposition. Et donc, même quand il vous dit qu'on va organiser de telle sorte que l'opposition puisse avoir son porte-parole, mais c'est pour créer certainement quelqu'un qui sera là, mais qui n'aura pas du poids. Parce que c'est quoi le poids de l'opposition? C'est quand vous avez des députés, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, et que vous en avez autant, et qui sont à même de pouvoir, dans les cas où il y a des actions qui ne sont pas posées pour l'intérêt général, ils sont à même de pouvoir convaincre leurs collègues de la majorité pour qu'ils comprennent que les actions posées par le gouvernement ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Mais quand vous vous permettez sur 477 députés nommés par M. Denis Kadima, et que sur les 477, il n'y a que 22 députés de l'opposition, vous allez vous rendre compte que les gens qui ont fait la déclaration selon laquelle ils veulent l'épanouissement de l'opposition, ils ont tendu la main à l'opposition, mais cette déclaration n'est bonne que pour la consommation de l'opinion. Très bien. André Kabamba, à l'Union sacrée, vous l'avez dit de manière non voilée, vous cherchez carrément à étouffer cette opposition. Voilà pourquoi vous avez des victoires à la stalinienne, à quasiment 100% au sein de l'Assemblée nationale. Oui, je vais d'abord mettre de l'ordre dans les propos de mon co-débatteur. Il a mal interprété le message du chef de l'État quand il était dans l'espace Grand Kassai, et il est en train de faire aussi semblant. D'ailleurs, le président de la République ne peut jamais traiter de ses compatriotes de traîtres. Mais le mot traître, c'est un mot français. Il faut le comprendre et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de raison pour un président de la République de traiter de ses compatriotes de traîtres. Est-ce qu'il avait utilisé le mot traître? Voilà, c'est parce que lui a parlé ici, oui, que quand il était au Kassai, il avait utilisé le mot traître. Oui, c'est dans quel contexte qu'il a utilisé? Parce qu'il a utilisé ce mot traître. Parce que maintenant il est en train d'utiliser, d'attribuer méchamment ces mots au chef de l'État contre ses compatriotes. C'est par la mauvaise foi. Voilà l'opposition que je déplore.
Donc, et quand les gens de l'État parlent des traîtres, ce sont ceux-là qui sont en train de comploter pour déstabiliser notre pays, nous l'arracher. Alors vous allez constater que, M. Narcisse, la plupart de ceux-là qu'on appelle opposition, parce que jusque-là, il n'y a qu'une opposition barbare dans notre pays. Cette opposition, vous verrez qu'elle soutient la position d'M23. Elle soutient la position de multinationales qui veulent prendre nos richesses. Il ne joue pas le rôle d'une... Parce qu'il y a une opposition barbare et une opposition constitutionnelle. Mais dans notre pays, nous n'avons pas d'opposition constitutionnelle. L'opposition constitutionnelle est là pour dire ce qui ne marche pas et faire des propositions. Mais vous allez voir que tous les opposants, quand ils passent sur les plateaux de télévision et des chaînes de télévision, partout, ils ne font que dresser un tableau noir. Rien n'est fait. Ce qu'il n'a rien fait, c'est zéro. Vous voyez, vous vous rendez compte que dans leurs propos, ils n'aident pas à ceux qui dirigent de pouvoir améliorer. Non, mais puisqu'ils disent que c'est la vérité. Donc non, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que c'est pas il faut dire par le fait que la vérité blesse que vous... Ils ont fait, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce que la population attendait et proposé. Mais quand un opposant vous parle, il démontre que c'est comme si le président Félix Tshisekedi, depuis son premier mandat, il est dans son bureau en train de croiser les bras. Mais est-ce que quand vous regardez la situation, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, depuis 2018, il vient de terminer son premier quinquennat, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé dans ce pays. Mais ce n'est pas à la hauteur de ce que la population attend. C'est pourquoi il vous parle des erreurs. Il a compris qu'il y a des gens. Parce que le grand problème aujourd'hui, nous avons un problème d'hommes au Congo. Et la plupart de ceux-là qui sont en politique, ce sont des chômeurs. Comme ils estiment qu'en politique, il y a l'enrichissement facile. C'est pourquoi vous allez voir les gens comme Matata Mponyo qui avaient décrié ce processus. Mais vous l'avez vu à l'Assemblée nationale. Il n'est pas allé pour servir. Il est allé parce qu'il a besoin des immunités pour se protéger. Donc l'opposition que nous avons aujourd'hui au pays, c'est une opposition barbare qui soutient les ennemis de la République. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas qualifier de ses compatriotes qui sont derrière ces gens comme des traîtres? C'est dans ces contextes-là qu'on qualifie des traîtres parce qu'ils sont en train d'aller en dehors de la vision de Lumumba qui voulait que l'histoire du Congo soit écrite au Congo. Est-ce que c'est... Il y a aussi un autre aspect très important. Je vous pose une question, vous allez enchaîner. Oui. Est-ce que vous trouvez normal cette victoire écrasante au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous trouvez ça voilà, normal? Oui, sincèrement, je dois le dire que lors de ces élections, d'ailleurs mon co-débatteur l'a reconnu, il n'a pas émis un quelconque jugement sur les élections présidentielles. De ce point de vue, vous allez voir que la manière dont la compilation était en train d'évoluer, on nous donnait des résultats à partir des centres Bossolo et les résultats des élections présidentielles ont été publiés dans un bref délai. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui s'est fait bien s'annonce. Au niveau de la présidentielle, pour le dire, on est déjà passé au niveau de législative. Les mots pour le dire viennent aisément. Mais vous allez vous rendre compte qu'au niveau des législatives nationales et provinciales, même communales, il y a à manger, à boire. Mais dire que tous les 400 et quelques députés, il a retenu le nombre, ont été nommés, c'est de mauvaise foi. C'est là que je parle d'une opposition barbare. Il serait souhaitable de reconnaître que parmi ceux qui ont été élus, il y a peut-être 40% de vrais députés et de 60% qui sont des faux députés. Ça, c'est une analyse d'une opposition républicaine qui veut contribuer à construire le pays. Mais dire que tous les 460 ont été nommés, ça c'est mentir. Parce que on peut citer quelques compatriotes qui ont l'ancrage populaire et qui ont été élus effectivement, tout comme nous connaissons certains des inconnus qui n'ont jamais battu campagne, qui ont été élus. On donne la parole à Maître Mohamed pour sa réplique. Comment un opposant doit pouvoir allez-y, dans un pays démocratique. Merci, monsieur le journaliste.
je note que mon co-débatteur a parlé d'un État, d'un prétendu État démocratique qui n'en est pas un, ça c'est de un. En deuxième lieu, il vous dit que l'histoire du Congo, selon Lumumba, ce qui est aussi vrai, doit être écrite au Congo, c'est vrai. Mais avec des Congolais qui ont une vision. Vous l'écrivez l'histoire du Congo doit être écrite au Congo, mais avec des compatriotes qui ont une vision, pas des gens qui gèrent dans les tâtonnements les plus totaux. Il vous dit ici que moi j'ai dit que le chef de l'État passait les 5 ans assis sur son fauteuil, non, chers compatriotes. Je suis reconnaissant du fait que le chef de l'État sérieusement voyagé pendant les 5 premières années. Il a sérieusement voyagé, soi-disant pour aller chercher des investisseurs, mais il n'a réussi à nous amener que Edoxy et Vandam, ici en République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il a noté cela comme étant faisant partie de ses erreurs. Il vous dit ici qu'il s'agit d'une opposition. Non, mais quand on voit son investiture, on se dit il a quand même pignon sur rue dans la communauté internationale. 18 chefs d'État, il faut le faire. Il en a visité plus de 100 pendant les 5 premières années. Lui-même s'en est félicité au cours de son émission avec vos collègues de Top Congo FM. Il a cité « Je vis Poutine »,« Je vis Macron », comme si c'était vraiment quelque chose de fierté quoi, pour lui, comme si c'était un bilan à présenter à la population congolaise. La population qui est victime de la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi de se coaliser pour les 5 premières années du point de vue sécuritaire, mais ne sera pas sécurisé par Poutine, encore moins par Macron. Comme preuve, hier, il y a une bombe qui a été larguée sur la ville. Vous faites de la publicité. On ne fait pas la publicité. On est en train de vous rappeler que vous êtes irresponsable dans les secteurs. C'est triste, hein? Que vous ne posez pas des actions responsables pour améliorer les conditions. Qu'est-ce que vous faites de bien? Je viens de vous féliciter pour avoir voyagé sérieusement pendant les 5 premières années. C'est une prouesse pour vous. C'est une prouesse pour vous. Vous parlez de laissez-moi continuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a toujours un pas. Il y a le premier pas. Je vous ai félicité pour les multitudes de voyages faits au niveau de l'étranger. Donc pour vous, c'est une fierté. S'il y a d'autres aspects, ça viendra. Mais ici, je voudrais ici vous rappeler qu'effectivement, votre premier mandat a été un échec patent dans tous les secteurs de la vie nationale. Quand vous dites que l'opposition, en fait, c'est une opposition barbare, je ne voudrais pas tomber dans cela. Je ne voudrais pas vous qualifier, non, je ne voudrais pas. Mais ici, je voudrais vous dire que, comme je l'ai dit dans les préambules de cette émission, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer et éventuellement d'apporter des contre-propositions. Dans votre premier mandat, quand vous aviez pris la décision à l'aveuglette de pouvoir faire adhérer la République démocratique du Congo dans l'EAC, nous vous avions des conseillers. Parce que nous avions dit qu'au niveau de l'EAC, cette organisation est constituée des États qui ont intérêt dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et les parlementaires debout, qui ont une expertise en matière d'insultes, ne faisaient qu'injurier les opposants en disant que ce sont les alliés du mouvement 23, les alliés de votre allié stratégique et fiable, M. Paul Kagame, que vous avez accueilli avec pompe au niveau du Stade des Martyrs. Mais 3 ans après, c'est le chef de l'État lui-même qui s'est plaint, un peu comme d'habitude, d'abord auprès du général de la force kenyane qui avait la charge de diriger cette force, la force de l'EAC chez nous. Il s'est plaint là-bas. Un chef de l'État qui s'est plaint devant un général. Et il a fini par comprendre que cette organisation ne faisait absolument rien chez nous. Pendant que les officiels congolais nous avaient menti, premièrement, en disant que la force ou les militaires rwandais ne feront pas partie de la force de l'EAC. C'est un grossier mensonge. C'est bien de le rappeler, mais ça fait partie du passé. Aujourd'hui, à la SADC, les choses ont évolué. Mais même la SADC, encore un autre mandat. Ils vous ont dit ici que la SADC a un mandat offensif. J'ai suivi dernièrement le numéro 1 de la force de la SADC qui a déclaré que aussi longtemps que les FARDC ne vont pas arrêter de se coaliser avec les Ouazalengo et ne vont pas s'attaquer au mouvement 23. C'est eux qui ont déclaré cela. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas un mandat offensif. Ils sont en train d'observer comme les autres qui percevaient, dont les derniers ou les moins gradés percevaient $1000 américains,
pendant que les nôtres sont en train de souffrir, ils ne touchent même pas beaucoup d'argent. Vous allez comprendre qu'il faut continuer avec on va évoluer. Que vous n'avez pas pu identifier, c'est déplorable. Très bien, on va évoluer. Aujourd'hui, on parle de cette question de porte-parole de l'opposition. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette opposition plurielle, aujourd'hui, on l'a vu au niveau de la campagne, il y a eu ce bloc autour de Moïse Katumbi, Sesanga et les autres Matata. On a vu un autre bloc autour de Fayoulou et consorts. Il y a des gens comme les Mouzitou, on ne sait pas exactement est-ce qu'on les situe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de l'opposition, vous êtes à même d'avoir une personne comme porte-parole de votre position? Bon, merci beaucoup pour cette question qui est d'une importance capitale. Je voudrais ici rappeler que c'est prévu effectivement dans nos instruments juridiques la place du porte-parole de l'opposition. Dans la question de savoir est-ce que nous sommes prêts à pouvoir désigner les porte-parole de l'opposition, je pense que le moment venu, les responsables de l'opposition se mettront autour d'une table pour traiter cette question, parce qu'il est prématuré pour moi de répondre à cette question pendant que la question n'est pas encore sur la table au niveau effectivement de nos responsables. Mais bon, c'est vrai, on n'est pas là, on ne va pas citer des noms, on ne va pas citer de personnes, mais dans la manière dont l'opposition fonctionne, est-ce que vous pensez que c'est possible d'en arriver, si au moment venu la question est mise sur la table, est-ce que c'est possible d'en arriver à un consensus autour d'un nom? D'abord, c'est une question de volonté politique. De volonté politique au niveau de la majorité au pouvoir, mais également au niveau de l'opposition. Pourquoi au niveau de la majorité? Parce que, comme vous le savez, il revient effectivement aux deux présidents des deux chambres du Parlement, mieux au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, de réunir les députés de l'opposition, les députés sénateurs de l'opposition, pour permettre à ces derniers de pouvoir désigner les porte-parole de l'opposition. Le chef de l'État qui vient de refaire cette promesse avait fait la même promesse dans son premier quinquennat. Il avait dit que je ferai un effort pour que l'opposition puisse avoir son porte-parole. Avant, il y avait une esquisse, comme un peu d'habitude, on nous disait que c'est le FCC qui bloquait la machine, mais les 3 dernières années de son quinquennat, c'est lui-même qui avait sa majorité avec l'Union dite sacrée. Mais il n'a pas pu respecter cette promesse. Et c'est pour autant qu'il va respecter la promesse, point d'interrogation. C'est pour cette raison que je vous parle de la volonté politique au niveau de l'Union dite sacrée. C'est aussi la volonté politique au niveau de l'opposition. Je pense que le moment opportun, dans les cas où les deux présidents de deux chambres réunissaient les sénateurs et députés, les leaders de l'opposition pourront se mettre autour d'une table pour traiter cette question. Très bien. Je pense qu'un consensus sera trouvé. On va revenir à vous, M. André Kabamba. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, regardons-nous un peu dans les yeux en face, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez intérêt d'avoir une personnalité en face de vous appelée porte-parole du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas vous qui mettez les bâtons dans les roues, les pots de banane pour davantage diviser l'opposition? Oui, c'est une très bonne question. Avant d'y arriver, je voudrais fixer l'opinion sur le voyage chef de l'État. C'était pour délivrer notre pays de l'isolement diplomatique. Et deuxièmement, le président Félix Tshisekedi, parce que la guerre empêche à ce que le développement du pays soit en marche. C'est comme ça qu'il a compris que tout le nœud du problème, c'est une guerre économique. Il y a des convoitises internationales, il y a des convoitises au niveau interne. Alors, il est allé auprès de ceux-là qui convoitent nos richesses, même les pays voisins, pour leur dire, dire au monde entier, au lieu que vous veniez prendre ces richesses d'une manière frauduleuse, vous pouvez venir normalement, nous puissions conclure des contrats et vous les prenez, les contrats gagnant-gagnant. Voilà pourquoi le chef de l'État pouvait rencontrer tous ceux-là qui sont de mèche avec M23, avec le Rwanda. C'est cela qu'il a même appelé Paul Kagame, mon frère, pour lui dire que nous serons toujours des voisins, nous n'avons pas intérêt à rester
un vivant couteau tiré. Mais il s'est rendu compte par la suite qu'il était de mauvaise foi. C'est ainsi qu'il y a eu la loi de programmation militaire. On est en train d'organiser notre armée pour que nous puissions nous défendre, parce que nous avons compris que c'est nous qui allons défendre notre cause. C'est compris. Donc dire que le président circulait, mais il n'a pas reconnu tout ça. Il veut seulement parler des cités des médias, parce qu'il aime beaucoup la dame qui était venue. Répondez à la question. Et assez, c'est une histoire dépassée. Vous avez recadré. Nous avons déjà rompu avec Yassé. Lorsque nous avons commencé avec Sadek, ceux-là qui combattent la République, qui veulent mettre pression sur Félix Tshisekedi afin de nous arracher des richesses, ils sont derrière les Angolais, Sadek, pour les entêter, pour les décourager, afin qu'ils ne puissent pas nous accompagner. Comme ça, tout ça, c'est nous mettre de la pression, que nous puissions leur donner encore nos richesses. Vous parlez de l'opposition. Mais monsieur Narcisse, si cette opposition a été incapable de se choisir un candidat commun, comment sera-t-elle capable de se choisir un porte-parole? Mais notre volonté, comme je vous ai dit, que le président Félix Tshisekedi, c'est un fils d'un démocrate, a pour mission l'état de droit. Qui dit l'état de droit, c'est un état où la démocratie vit en bonne santé. Nous avons ce souhait d'une manière sincère de voir l'opposition. Parce que s'il y a une opposition représentée constitutionnellement au niveau des parlements, nous aurons un interlocuteur que nous allons écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a une barbarie de l'opposition. Il y a ceux-là qui passent pour insulter le président de la République, parler de sa vie privée. Ça n'a rien à faire à la vie congolaise. Mais si nous avons un interlocuteur, un représentant de l'opposition officielle, ça va permettre à ce que nous puissions bien parler et les écouter, avoir notre son de cloche pour bien servir la population. Mais est-ce que ce que vous dites là, c'est pas pour des raisons de la consommation publique? Non, pas de la consommation publique. Déjà, avec les élections, on vous accuse de vouloir déjà débaucher les quelques députés de l'opposition qui restent encore à l'opposition. Aujourd'hui, on a suivi des déclarations des candidats malheureux de certains partis, notamment, je crois, en vol, LGD et tout, se rallier encore à vous. Débauchage. Vous savez que la vérité finit par triompher. Ceux-là qui ont suivi ces leaders de l'opposition, entre guillemets, ils croyaient qu'ils étaient dans un combat pour le bien-être de la République. Mais dès lors qu'ils se rendent compte que ces gens étaient avec l'M23, étaient avec le Rwanda, ils sont dans la complicité pour déstabiliser notre pays. Mais ils sont revenus au bon sens. Ça vous arrange. Pour quitter, ça ne nous arrange pas, mais nous déplorons les objectifs obscurs qui animent les animateurs de l'opposition. Ils ne font pas l'opposition pour asseoir la démocratie. L'opposition au Congo, c'est pour dire que je vais de ce côté-là, je pourrais me retrouver demain. Donc, ce que moi je suis en train de condamner personnellement, je me rends compte que le monde politique est infiltré. Parce que vous allez constater que même quand nous sommes allés aux élections, les commerçants, rapidement, les maçons, on doit aborder les chauffeurs, les couturiers, la deuxième question. Les médecins, ils ont abandonné leur domaine. Mais nous, là, nous sommes là sur le plateau en train de défendre la population. Mais vous verrez que ces gens qui ont postulé, ils n'ont jamais défendu cette population. Parce qu'ils estiment que quand je deviens député, il y a 21 000 $, je vais acheter la voiture, je vais acheter le véhicule. Aucun combat. Quand on est en politique, c'est pour chercher le bien-être de la population. C'est bien compris. On évolue. S'il vous plaît, on doit évoluer. On n'a plus de temps. C'est pour le bien-être. C'est la raison pour laquelle il sera difficile d'avoir on va aborder parole. S'il vous plaît, on évolue. On va aborder la deuxième partie de l'émission en ce qui concerne le prochain chef du gouvernement. Quel devra être le profil de celui qui devra être à la primature pour bien sûr matérialiser, mettre en place tout ce qu'il y a comme programme du chef de l'État. Je commence avec vous, Maître Mohamed. Vous avez la latitude de revenir sur l'une ou l'autre point qu'il a eu à développer, mais je vous pose cette question. Quel est le profil type d'un bon Premier ministre à venir?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question. Je voudrais revenir un peu rapidement et saluer sincèrement, si vous voulez, la sincérité, je m'excuse pour la tautologie, de mon co-débatteur qui vous a dit ici que le chef de l'État, c'est le fils d'un démocrate. Effectivement, mais je voudrais aussi vous rappeler que le fils d'un démocrate n'est pas nécessairement démocrate. Et là, on sait les constater à travers les comportements, à travers les gestes, à travers les faits qui sont exécutés de l'autre côté, donc principalement chez les chefs de l'État et chez ses coalisés. Les profils d'un Premier ministre. Vous êtes sans ignorer que le Premier ministre a un rôle déterminant à jouer dans la gouvernance de notre pays. En principe, on doit avoir un Premier ministre non seulement politique, mais plus technocrate. En tenant compte du principe de la spécialisation fonctionnelle. Quelqu'un qui est expérimenté, mais ce n'est pas quelqu'un qui a été cité dans des dossiers sales, dans des crimes économiques, parce qu'on a comme l'impression que des fois, les gens qui sont cités... Vous avez quelqu'un en tête en disant ça. Plus, ils sont nombreux. C'est plus les gens qui sont cités dans des dossiers sales, dans des crimes économiques, qui ont des promotions et dont certains occupent des postes au niveau des secteurs économiques. Donc ça c'est un paradoxe chez nous en République démocratique du Congo. Donc quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un non cité dans des crimes économiques, mais surtout quelqu'un qui doit être en mesure de jouer le rôle d'un véritable Premier ministre. Parce qu'on a connu des Premiers ministres, mais qui n'en étaient pas un. Des gens qui, en réalité, étaient là pour des raisons de formalité. Et malheureusement, quels que soient les Premiers ministres qui seraient nommés, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa probité morale, mais il va se heurter à une certaine volonté de la base, mais dont généralement il se comporte de la façon connue par tout le monde. Il sera, d'ailleurs moi je préfère qu'il provienne de l'UDPS. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vient de notre parti, il sera sérieusement injurié matin, midi, soir par nos parlementaires de Bouc ici à Souleymanié. Donc je préfère qu'il vienne de l'UDPS, mais quelqu'un qui soit à même de pouvoir jouer le rôle comme il se doit. Mais pour que ces gens-là, ou ces messieurs, jouent son rôle comme il se doit, quelle que soit son expérience, quelle que soit son expertise, quelle que soit sa probité morale, il faudrait que la première institution puisse l'aider à jouer ce rôle. Parce qu'on a connu des premiers ministres dans ces pays. Mais nous avons un Premier ministre, nous avons un gouvernement, mais le chef se permet de pouvoir confier la gestion et l'exécution de certains projets à ses proches collaborateurs. C'est inadmissible. On a avec une sorte de gouvernement parallèle. Justement. Voilà, André Kabamba, apparemment, visiblement, on dirait que la guerre pour la gestion des grandes institutions a déjà commencé au sein de l'Union sacrée. On a vu voilà, Vital Kamerhe et les autres se coaliser avec PCR. Et là, on nous fait savoir que AFDC, vous-même avec le MLC, l'UDPS, vous voulez aussi vous coaliser. Apparemment, ça chauffe déjà au sein de l'Union sacrée pour occuper notamment la primature et l'Assemblée, le poste de président Assemblée nationale, Sénat. Monsieur Narcisse, heureusement que cette question est déjà réglée par notre Constitution. La Constitution dispose que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Je crois que sur ce point de vue, il n'y a pas à se battre. Et il est prévu que lorsque aucun parti n'a pas réalisé une majorité parlementaire, c'est-à-dire 250 plus une voix, le chef de l'État est dans l'obligation de nommer un informateur qui pourra identifier une majorité. C'est de cette majorité que proviendra le Premier ministre. Je crois que cette démarche n'a pas encore commencé. S'il y a des agitations dans un camp, comme nous avons suivi, je ne sais pas pour quelle raison. Non, mais vous vous positionnez déjà pour que quand l'informateur viendra, vous trouve en condition de majorité. Oh, malheureusement, les calculs sont mal faits parce que vous savez que nous sommes dans un pays de droit positif.
Je vous ai dit que tout est déjà réglementé par la Constitution. Donc l'informateur ne prendra langue qu'avec des structures qui ont des personnalités juridiques. Donc dans les cas d'espèces, ce sont les regroupements qui ont été enregistrés à la CENI qui ont produit des députés. Donc l'informateur ne prendra langue qu'avec les regroupements politiques et non avec des plateformes, parce que la CENI n'a pas enregistré des plateformes et aucune plateforme n'a produit les députés. C'est la raison pour laquelle il y a obligation de nommer un informateur. Si par exemple un parti de l'Union sacrée aurait réalisé 251 députés, c'est automatique, la majorité était déjà dégagée. Mais pour les cas d'espèces, tous les partis de l'Union sacrée, aucun parti n'a pu réaliser la majorité absolue. Donc c'est pourquoi le travail que l'informateur fera, c'est avec chaque regroupement et représenté par le président des regroupements. Donc s'il y a des gens qui se sont précipités, je crois que on peut dire c'est chantage. Comment on peut qualifier cela? Nous allons découvrir les intentions qui ont animé ceux-là, qui ont constitué des groupes déjà. Et parce que nous savons que l'Union sacrée est bien structurée avec la haute autorité qui est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et qui fonctionne au quotidien avec le Présidium. Toutes les décisions de l'Union sacrée sont prises au sein du Présidium. Il y a le secrétaire permanent qui est le professeur Mbata. Je crois que, est-ce qu'il y a encore raison qu'un membre du Présidium se retire pour aller organiser encore une autre structure, soi-disant que c'est pour soutenir le chef de l'État? Et en plus, la vision telle que les six axes qui ont été présentés par le chef de l'État, ces six axes plutôt doivent être exécutés par le gouvernement. Le gouvernement sera composé essentiellement avec les membres de l'Union sacrée. Alors et cette Union sacrée qui est déjà structurée. Mais comment voulez-vous que vous vous détachez d'un groupe pour aller constituer un sous-groupe, voulant venir soutenir le chef de l'État pour dire non, le chef de l'État a donné une vision, et c'est comme ça que et nous voulons faire. Et c'est comme ça que il y a l'anguille sous roche. Vous êtes malheureux. Vous vous êtes aussi coalisé pour faire face à ça? AFDC, UDPS, MLC. Donc nous n'avons. Il y a ce sous-groupe aussi qui se forme. Non, il n'y a pas de sous-groupe. De quoi que nous sommes dans l'Union sacrée avec le Présidium. S'il y a un membre du Présidium qui se rebelle, le Présidium reste en train de faire le travail normalement, et peut-être ceux qui ont commis des erreurs vont revenir. Mais dans les cas d'espèce, je vous dis que la majorité au niveau du Présidium et au niveau de l'Union sacrée reste toujours, parce que les amis qui sont partis, il y a 60 députés, notre ami a parlé de 400, et vous voyez quand vous enlevez les 60 députés, il n'en reste que 300 quelques, nous sommes toujours majoritaires. Dans la majorité. Ils peuvent mais comme on a besoin de tout le monde, je pense qu'ils vont revenir au bon sens. On a compris que ça chauffe déjà au niveau de l'Union sacrée. Quelle est votre perception de tout cela, de toutes ces guéguerres? C'est vrai, vous êtes en dehors de ça, vous les regardez. Ça vous inspire quoi? Moi, je pense que ce sont des stratégies politiques, parce que le chef de l'État qui a été proclamé par M. Denis Kadimé, confirmé par la Cour constitutionnelle, a battu campagne. Mais il y avait des alliés qui l'ont aidé à accéder là où il est aujourd'hui. Et en politique, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est beau, en fait. C'est des intérêts. La beauté n'existe même pas en politique. Donc la politique, c'est une question d'intérêt. C'est vrai qu'on fait la politique pour travailler pour l'intérêt de la population congolaise, mais travailler pour l'intérêt, il faudrait que vous puissiez avoir une parcelle de pouvoir. Et avoir une parcelle, chaque camp politique utilise des stratégies légitimes. Ce que M. Kamera a fait personnellement, je trouve qu'il a eu une longueur d'avance sur les autres. Voilà pourquoi un jour après, vous avez vu un Kabouya en perte d'argument qui a commencé aussi à consulter les autres. Vous avez vu un Sama Lukonde qui a aussi organisé pratiquement sa plateforme. Donc ce sont en fait des stratégies politiques, parce que déjà au niveau de l'UDPS,
ils sont dans ces triomphalismes-là. Ils veulent avoir la présidence, avoir le Sénat, avoir l'Assemblée nationale, avoir la primature. On a comme l'impression qu'ils n'ont confiance en personne. Donc pour eux, ne peut les aider qu'un membre de l'UDPS. Pendant que tout au long de la période post-électorale, pré-électorale, voulais-je dire, électorale, voire même post, ils ont eu besoin de tous ces gens-là. C'est pas quand même honnête en politique. Donc ce que M. Camara fait, ce que les autres font, c'est pas de la traîtrise. On risque de les traiter de traîtres comme on a l'habitude. Non, c'est pas de la traîtrise. Ce sont des stratégies politiques pour pouvoir occuper des postes de responsabilité et mettre en pratique la prétendue vision du chef de l'État. Est-ce que si on analyse un peu, si cette guerre-là continue, est-ce que quelque part, vous allez aussi répondre à cette question, est-ce que quelque part, s'il y a des insatisfaits, est-ce que cela ne pourra pas être le germe qui peut fragiliser l'Union sacrée? Moi, je vous dis que les insatisfaits, il y en aura. Déjà qu'il y a trop de frustration au niveau même de l'Union dite sacrée, parce qu'il y en a qui disent qu'on a nommé effectivement beaucoup. Là, je réponds aussi à mon compatriote, mon co-débatteur. Je reconnais qu'il y a des gens qui ont été élus. À Lubumbashi, par exemple, je reconnais on ne va pas citer les noms. Parmi les 14, moi je reconnais 3. C'est ce que vous devez dire. Parmi les 14, je ne cite pas les noms. Je reconnais en tout cas 3, parce que j'étais candidat à la députation nationale, gestionnaire, je reconnais 3 qui ont vraiment été élus. Donc je reconnais qu'il y a des gens qui ont été élus, la minorité élue. Et donc il y a trop de frustrations. Ça va certainement créer des frustrations parce que tout le monde ne sera pas servi. Et personnellement, en tant que politique, je suis en train de voir déjà que Camara prépare aussi 2028. Parce que ne vous en faites pas. Légalement parlant ou constitutionnellement parlant, les chefs de l'État est non partant aux élections 2028. Sauf s'ils veulent exécuter leur complot ou dit contre la nation qu'ils ont déjà confectionné dans des officines obscures occultes qui consistent à modifier. Non, mais il ne faut pas faire des affirmations. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites là? Je n'ai pas du complot. Je n'ai pas du complot. Je n'ai pas du complot à donner un coup de poignard à notre jeune démocratie. Mais dans les cas actuels, le chef de l'État est non partant aux élections 2028. Donc, ce que Camara a fait, c'est aussi stratégique. Pour le moment, question de voir dans quelle mesure occuper, pas nécessairement lui, il y a quand même des gens qui font partie, de ces plateformes, occuper des postes clés, des responsabilités, mais aussi se projeter déjà pour la en 2028. Merci. André Kabamba, est-ce que tout ça ne risque pas, à un moment donné, de fragiliser votre majorité? Non, notre majorité ne serait pas fragilisée. Il utilise parfois, Mohamed utilise les mots très forts. Les amis de l'UDPS, le fait de se retrouver sous le manguier, il faut les féliciter parce qu'il y a de ces partis, quand il n'y a pas une réunion, le siège est fermé. Donc, quand vous voyez un parti où les gens se regroupent, ils ne sont pas payés, en train de réfléchir pour leur parti, même sous le manguier, c'est l'essentiel, c'est qu'ils réfléchissent pour le Congo, il faut les respecter. Ça, c'est l'esprit union sacré. Il a parlé de Kabouya, c'est l'honorable Kabouya, c'est un secrétaire général, il mérite aussi beaucoup de considération. C'est un politicien, j'ai suivi son combat, il est quand même, moi je dois le respecter, il a été constant dans son combat. Mais je n'ai pas manqué de respect. Nombreux ont changé de partis comme des habits. Alors, mon co-débatteur, avant d'être chez l'envol, il vous dira qu'il était quelque part il y a 2 mois, 3 mois. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est pour vous dire, même une année, je peux ajouter. Alors, c'est pour vous dire que le fait que Kabouya est resté dans ce combat, et c'est un politicien, il faut le respecter. Très bien. Et les propos qu'il a tenus, il a parlé en toute responsabilité que nous sommes en démocratie. Ce qu'ils ont fait, et selon leur liberté. Nous continuons aussi à faire, mais que les gens ne se trompent pas. Cela ne pourra pas déstabiliser l'union sacrée qui est toujours compacte autour du chef de l'État. On va faire le tout dernier tour de table. Les candidats Premier ministre, oui. Je crois qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui est technocrate, quelqu'un qui est politique. Des moyens, ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui doit être riche. Qui est socialement assis. Parce que c'est très important. Est-ce que la compétence ne prime pas sur les biens matériels? Un entrepreneur, un politicien, un technocrate, ces éléments c'est très important. Parce que vous avez un Premier ministre qui commence à vouloir construire sa maison, qui commence à vouloir acheter un véhicule, qui commence à vouloir envoyer ses enfants à l'étranger.
Et c'est ça la source même de détournement. Mais quand vous avez un Premier ministre qui a déjà bien maîtrisé la vie sociale... L'abondance ne nuit pas, hein, donc s'il a besoin de s'enrichir, il va toujours s'enrichir. L'abondance ne nuit pas, dit-on. Je vous dis qu'il y a, et en dehors de cela, il y a aussi des valeurs. Comme il a dit, il y a ces gens qui ont été indexés dans des détournements et tout consort, mais il y a aussi des compatriotes qui réunissent ces critères. Il n'a jamais été cité. C'est un entrepreneur, c'est un technocrate, c'est un politicien. Je crois que le chef de l'État, cette fois-ci, a besoin de quelqu'un de très dynamique pour l'aider. Parce que c'est lui l'acteur principal de l'action du chef de l'État. C'est bien compris. Si on peut prendre quelqu'un pour dire non, voilà, on prend parce que je crois que c'est le chef de l'État qui répondra et nous n'allons pas souhaiter cela. On va faire le dernier tour de table parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. En guise de conclusion, Maître Mohamed, qu'est-ce que vous avez à dire? Je voudrais, avant d'échiter, je voudrais ici réagir un peu à ce qu'a dit mon co-débatteur parmi les éléments cités par lui. Il a parlé des moyens. Je voudrais ici vous rappeler que M. Maouéja... Pas des moyens, de la vie. Donc, quelqu'un qui a socialement... Maouéja qui a géré... qui a géré dans la médiocrité la plus totale... Qui est politique. La province du Kassai. Maouéja n'est pas technocrate. C'est quelqu'un qui est socialement... N'est pas technocrate. Il manque de je voudrais ici vous rappeler que les gens qui ont géré... Maouéja n'est pas politique. Je voudrais aussi vous rappeler que les gens qui ont géré les projets du 100 jours du chef de l'État et qui se sont distingués dans une criminalité économique et créante, ils sont socialement assis. Les gens qui ont géré les projets Tchilé-Gelou en Bojimaï, avec les résultats que vous maîtrisez bien parce que vous êtes des lions sacrés, ils sont socialement assis. Donc cet argument ne tient pas debout. Ce que je voudrais dire ici, le chef de l'État vous a dit qu'il ne va plus commettre les erreurs du passé. Je voudrais lui dire qu'il y avait beaucoup d'erreurs commises. Je lui demande d'identifier d'abord ces erreurs parce qu'on ne sait pas combattre les erreurs ou éviter de commettre les erreurs si on ne sait pas les identifier. Qu'il puisse d'abord identifier ces erreurs du passé, qu'il puisse nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il a quand même aidé tous ces miquilistes-là qui ont géré avec lui pendant les 5 premières années, mais qui se sont distingués dans la bassesse en fait. Donc qu'il puisse, parce qu'il les a aidés, je pense qu'il n'est plus redevable envers eux, qu'il puisse plutôt choisir des compatriotes qui réunissent des valeurs républicaines, des gens qui ont une expertise, des gens qui sont à même de pouvoir l'aider. Parce que, en fait, nous, on est de l'opposition, mais on s'est dit que si aujourd'hui on a un gouvernement qui travaille comme il se doit, qui travaille sérieusement et efficacement pour l'intérêt général, même nous, de l'opposition, on en sera bénéficiaires parce que nous faisons partie, effectivement, de la population congolaise. Ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, si le chef de l'État se dit, bon, voilà, le compatriote Maître Mohamed a des qualités techniques que j'ai besoin, je peux le récupérer, c'est pas moi, dans un ministère, vous refuseriez? Au nom au nom de la patrie, est-ce que vous allez... Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État ne m'a pas posé cette question. Le jour qui me posera cette question, je pourrais lui répondre. Je ne sais pas répondre à une question non posée, en fait. Et donc, en deuxième lieu, il faudrait que nous puissions avoir des politiques sérieuses dans tous les secteurs de la vie nationale. Du point de vue économique, du point de vue social, la population a droit de manger, pas en délestage comme on le fait aujourd'hui. Merci. La population doit se mouvoir librement. La population a droit à la sécurité. Aujourd'hui, à l'insécurité grandissante quasiment dans toutes les villes de la RDC. Et donc, il faudrait que dans chaque secteur, que nous puissions avoir une politique nette et efficace qui va nous permettre justement de pouvoir faire épanouir ou changer les choses positivement. Merci. André Kabamba, votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je voudrais d'abord féliciter nos léopards qui nous ont honorés. C'est une cohésion nationale. Nous avons constaté que même les amis de l'opposition, ils ont reconnu que c'est grâce au leadership chef de l'État, avec les nouveaux ministres... S'il vous plaît, on ne va pas politiser le sport quand même. Qu'il y a eu vraiment... Nous sommes en finale. Nous devons, en tant que compatriotes, nous devons vraiment... Mais quel leadership, s'il vous plaît? Concluez. Le leadership, c'est à Goma, où on a besoin du leadership du chef de l'État. Les Congolais... C'est pas au stade, en Côte d'Ivoire, quand même. Et quant à ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, moi, je dirais, la grande question
la grande préoccupation des Congolais aujourd'hui, c'est le bien-être. Mais on ne pourra pas faire tout cela si le pays n'est pas stable. Donc nous avons besoin de nous liguer comme un seul homme. Nous demandons à ceux-là qui ont semblé aller constituer l'opposition de venir accepter cette main tendue, elle est réelle, sincère du chef de l'État. Venez tous ensemble. Nous avons apprécié certains des compatriotes qui étaient comme eux aujourd'hui. À l'occurrence, il y a l'excellent Jean-Pierre Mbemba. Et voilà, il n'est pas moins congolais parce qu'il est en train d'accompagner le chef de l'État. Nous le faisons déjà. Nous voulons d'abord consolider l'unité nationale. Nous voulons combattre le tribalisme. Nous voulons que ce pays vive en paix. Et là, nous allons le développer facilement. Et cela, nous voulons aussi, comme le chef de l'État, quand il a parlé des erreurs, il les a déjà découvertes. Donc, si vous voulez les apprendre, allez le voir, vous lui posez la question, il vous dira ces erreurs qu'il a découvertes. Très bien. Donc, pour le moment, merci. Nous demandons à ce que le gouvernement qui sera mis en place ne soit pas le gouvernement des amateurs. Parce que le peuple qui lui a donné un mandat avec un score historique de 73%, attend de lui beaucoup de choses. Et ça sera un grand plaisir à la fin de ce mandat de voir les Congolais manger bien, envoyer bien leurs enfants à l'école. C'est bien compris. On est à la fin, on doit désannoncer. Merci. La gratuité de l'enseignement, la maternité gratuite et permettre à ce que chaque Congolais soit libre de pouvoir entreprendre. Voilà, c'est par là que nous allons mettre un terme à ce politique à la carte de ce soir. Je rappelle que je recevais Maître Mohamed Eyenga, il est donc président provincial de Envol, fédéral, voilà, autant pour moi, de Envol, de Délice-Sanga dans la province du Katanga. Merci d'être passé dans Politique. Je vous en prie, M. Narcisse, merci de nous avoir associés à cette pertinente émission. En face de vous, j'ai reçu M. André Kabamba, il est secrétaire exécutif de AFDC de Bahati Lukwebo dans le Haut-Katanga. Merci d'être passé. Merci M. Narcisse, merci aux téléspectateurs. C'était pour nous un réel plaisir d'être sur votre prestigieux plateau. Voilà, en tout cas, opposition, majorité, c'est qui nous réunit sur la République démocratique du Congo. Au-delà de nos égos, au-delà de nos tendances, nous avons le devoir en tant que républicains, en tant que Congolais, de sauvegarder l'intégrité de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres analyses sur les questions d'actualité dans la République démocratique du Congo. Au revoir.